Bonjour à toutes et à tous dans ce webinaire sur le growth marketing qu'on va avoir le plaisir de présenter avec deux experts. Donc on va commencer par se présenter. Je vais laisser Marine se présenter en premier. Bonjour à tous, Marine de ShareOnTrain. Nous, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait brièvement, ShareOnTrain, on forme sur mesure les entreprises donc sur les métiers du digital et de la tech, comme la data, le product ou le growth. Donc on a un réseau d'experts qui sont tous en poste dans des entreprises ultra innovantes. Et on est super content de collaborer avec ANU pour ce webinaire, donc sur un sujet qu'on connaît bien, et de proposer nos deux super traîneurs, Edouard et Fabien, qui se présenteront un petit peu plus tard. Bonjour à tous, du coup, moi c'est Yacine, consultant marketing au sein de l'agence ANU. ANU, en quelques mots, on a une agence marketing de croissance. On est 100% B2B, 100% IT, donc on accompagne les entreprises technologiques dans leur stratégie marketing, leur campagne de growth, que ce soit à travers de l'inbound ou de l'outbound marketing. Et on a aussi le plaisir de co-animer ce webinaire avec OnTrain et nos deux experts du jour que je vais laisser se présenter. Vas-y, Edouard. Vas-y, Fabien, vas-y, à toi l'honneur. Yes, donc pour ma part, en fait, je suis grosse marketeur depuis pas mal d'années. J'ai monté une startup et eu la chance de passer par The Family et Station F. Et depuis, en fait, je travaille sur de la méthodologie pour aider des entreprises à développer leur chiffre d'affaires et leur visibilité sur Internet. Donc, globalement, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, on aura l'occasion de voir pas mal de choses aujourd'hui. L'objectif, en fait, c'est d'être le plus généraliste possible sur les sujets qu'on aborde pour que vous puissiez bien tout comprendre. Dites-nous si on utilise du jargon, parce que malheureusement, des fois, on utilise un petit peu. Ou de l'anglicisme. Hello à tous, moi c'est Edouard et je suis cofondateur de l'outil, qui est un logiciel de marketing automation qui permet de scorer ses leads en instantané. Et ça fait 7 ans que je évolue dans le monde du growth. Donc voilà, j'ai accompagné pas mal de boîtes dans leur stratégie growth, et j'ai aussi créé l'équipe growth de Foodles, qui est une food tech. Super. Avant de commencer, rapidement les règles du jeu. Donc le webinaire va durer 45 minutes chrono. On aura une session questions-réponses à la fin. Il n'y aura pas de support qui sera envoyé à l'issue du webinaire, donc restez concentrés et vous aurez bien évidemment le replay qui vous sera envoyé. Et restez bien jusqu'à la fin pour découvrir les fameuses Tactic Growth B2B à mettre en place en 2022 que nos deux experts vont nous présenter. Et Marine, je te laisse introduire la partie QR code. Ouais, du coup, évidemment, vous pouvez nous contacter via le chat de la conf, mais vous pouvez également scanner ce petit QR code qui va vous rediriger vers un outil où vous pourrez poser vos questions et voir également les questions qui ont été posées par les autres participants. Comme ça, vous pouvez voter pour celles qui vous paraissent les plus pertinentes et celles que vous voulez aborder en priorité. Et évidemment, on pourra en parler avec les experts à la fin. Super. Du coup, l'ordre du jour, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sera déjà dans un premier temps différencier le growth marketing et le growth hacking, chose qui pour beaucoup de personnes ne font pas vraiment la différence entre les deux. Donc nos experts vont nous éclairer sur cette partie-là. Le growth appliqué au B2B, comment ça se passe concrètement au B2B, les opportunités, risques et la partie RGPD qui intéresse beaucoup de personnes, j'en suis persuadé, qui sont présents aujourd'hui. Et les fameuses tactiques. Alors, on a mis 3 actions growth à mettre en œuvre en 2022, mais nos experts en auront peut-être un peu plus. Je ne dis rien pour l'instant. Et donc, on va commencer avec cette première partie. Alors, pourquoi growth marketing et growth hacking, pourquoi différencier les deux? C'est parce que déjà, nous, au sein de l'agence, on accompagne des clients B2B qui ont cette image qui, en fait, ne font pas la différence entre les deux et voient le growth hacking et le growth marketing comme simplement des petits hacks par-ci par-là. Donc, Edouard et Fabien, éclairez-nous sur cette partie-là et quelle est la différence concrètement entre growth marketing et growth hacking?
Pour moi, en fait, déjà, le growth, c'est vraiment du marketing automatisé, drivé par de la data. Donc, en fait, le growth marketing, c'est l'évolution du marketing grâce à la technologie. Donc, en fait, au début, on parlait du growth hacking quand on voyait justement des pratiques de scrapping comme quelque chose d'obscur. Et en fait, maintenant, grâce à des outils de no-code, ces pratiques se sont largement démocratisées. Donc, en fait, pour le meilleur ou pour le pire, parce que ça permet aussi de développer énormément un business, mais parfois aussi, on voit des mauvaises pratiques avec du spamming. Mais en tout cas, le mot hacking, il est un peu galvaudé parce qu'en fait, l'idée, c'est plutôt de trouver des hacks de croissance qui sont simplement des moyens non conventionnels, enfin moins conventionnels, on va dire, que dans le marketing traditionnel, et de trouver des failles qui soient des opportunités de croissance. Et en fait, maintenant, ces moyens doivent être absolument utilisés par tout le monde, en fait, par l'ensemble des marketeurs. Et après, pour aller plus loin, juste sur le terme de growth, en fait, on se rend compte qu'il y a une pluralité de métiers dans le growth. Typiquement, moi, j'avais une équipe growth. Donc, moi, j'étais head of growth, mais j'avais aussi justement un growth marketer qui gérait vraiment la partie traffic management, SEO, SIA et faire justement des tactiques growth. Mais j'avais aussi un growth engineer et en fait qui se rapproche justement du growth hacking, là où c'est plutôt en fait des automatisations et du scrapping. Ouais, très clairement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le gros hacking, en fait, comment dire, c'est un job qu'on utilisait beaucoup quand c'est sorti, surtout en France en 2012, 2013, etc. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'était de se dire, ah, ça fait des années qu'on communique avec du marketing traditionnel et là, on va aller chercher en fait des leviers de croissance et des fois un petit peu borderline. Quand on dit borderline, ça veut dire que on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire typiquement et des fois la limite entre guillemets du légal. On parlera tout à l'heure de la partie RGPD. Et en fait, aujourd'hui, en fait, le gros marketing déjà par rapport au marketing, c'est que le marketing traditionnel est souvent tourné autour de la marque. Donc, on fait une communication de marque, on fait de la newsletter, on fait une communication de marque, alors que le gros marketing est tourné autour de l'utilisateur. Donc, notre vision, c'est de se dire, on va créer la meilleure expérience pour que quelqu'un vienne, quelqu'un reste et en parle à d'autres. Et donc ça, c'est une nouvelle manière de considérer le marketing. Super. Et driver, comme disait Edouard, par de la data, parce qu'effectivement, en fait, on mesure tout et on optimise. Et ce qui se mesure s'optimise. Si vous ne mesurez pas, ça ne s'optimise pas. On connaît un petit peu le dicton. Ok, très bien. Et du coup, sur la partie B2B, parce que chez IONU, on accompagne que des entreprises B2B. C'est vrai qu'à la base, le growth, c'est très, on associe ça aux startups ou alors au monde du B2C. Comment, pour des clients comme les clients qu'on accompagne chez IONU, des sociétés d'informatique par exemple, qui ne vendent pas forcément du SaaS, mais qui sont aussi intégrateurs, même des entreprises industrielles par exemple, comment ils peuvent appliquer le growth en B2B à leur entreprise? Vas-y, Fabien. Ouais, en fait, le B2B, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très large. Et aujourd'hui, en fait, le B2B, même si on veut le séparer du B2C, en fait, la manière de faire de la prospection, d'aller capter l'attention, en fait, elle se rapproche du B2C. Dans le sens où on n'utilise peut-être pas les mêmes canaux, mais en tout cas, on s'adresse à des humains. Donc, en fait, le B2B, de plus en plus, on va dire, c'est pas le côté message informel, comment dire, adressé à des secrétaires dans des grandes entreprises. Ça, c'était un peu le cliché de l'époque. Maintenant, on se dit comment on va capter l'attention, comment on va créer une relation, comment on va faire effectivement qu'on rentre dans une démarche plutôt moyen-long terme. Et le côté B2B, globalement, ça va dépendre aussi de ce que vous faites. Si vous vendez des choses, entre guillemets, à des petits abonnements pas très chers, ou vous vendez en fait des comment dire, projets à 10 000 euros, 20 000 euros, la stratégie va être complètement différente. C'est pourquoi, en fait, quand on parle de gros, il n'y a pas une méthode à appliquer, la recette secrète. Ça, c'est bien pour vendre des livres. Mais globalement, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Il faut que comment dire, la stratégie doit être adaptée en fait au type d'entreprise. Donc, si vous vendez des choses pas chères, globalement, vous aurez des coûts d'acquisition, donc la possibilité de dépenser pour avoir un nouveau client qui globalement est assez limité par rapport à des personnes qui vendent des choses assez chères. Donc, je ne sais pas, Edouard.
Ouais, en fait, vraiment, le growth, ça s'applique à tous les acteurs du B2B, quoi. D'une startup à un big corporate qui lance un nouveau produit, quoi. Parce que faire du growth marketing, c'est aussi même un mindset. Ça s'applique même si on a un artisan ou un restaurant, ça va être vraiment des méthodes à faire, voilà, automatiser des contenus sur Instagram, faire une carte de promotion pour fidéliser des clients, ça peut être des choses très très simples. Et ça va aussi s'appliquer sur du grand groupe, où justement pour trouver en fait une audience, une communauté, pour booster son activité. En fait, le fait d'automatiser la collecte de données ou de séquencer avec des campagnes d'acquisition, justement, en fait, ça permet d'être plus efficace et donc de trouver une audience plus rapidement. Donc le growth, ouais, comme c'est une manière un peu justement smart d'aller chercher des nouveaux revenus, au final, ça s'applique vraiment à tous les acteurs du B2B. Et c'est même nécessaire justement comme en B2B, les carrefours d'audience, voilà, ils sont bien connus. C'est surtout LinkedIn, mais il y en a aussi plein d'autres à aller chercher. Et c'est hyper important, justement, d'avoir les bonnes méthodes et le bon copywriting aussi pour aller chercher toutes ces nouvelles communautés B2B. Ok, parfait. Justement, en B2B, il y a cette partie RGPD qui interroge souvent, nous on le voit avec nos clients, le growth. Quand on ne maîtrise pas forcément ce que c'est, on peut être inquiet, en tout cas avoir peur de la partie RGPD, les risques aussi. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette partie-là? Quels sont concrètement les risques du growth en B2B? Quelles sont les opportunités? Et sur la question du RGPD, peut-être essayer de casser le mythe ou les idées reçues qu'on peut avoir sur le fait que le growth n'est pas conforme au RGPD. Voilà, dites-nous en plus sur cette partie-là. On n'est pas des experts juridiques, mais en fait, de ce qu'on a pu voir d'expérience, de toute façon, en B2B, et heureusement, parce qu'en fait, on parle quand même de croissance, de démarchage. Donc, en fait, c'est quand même heureusement qu'on autorise encore justement la possibilité de démarcher une personne par email. Ça, on a le droit. Sans son accord, en tout cas, pour un premier mail. Ensuite, voilà, s'il y a une séquence de mails, la bonne pratique veut qu'on mette un opt-out, donc en fait un lien de désabonnement dans ces mails pour justement ne pas être trop intempestif. Et après, le tout, c'est de justement, quand on parle d'automatisation, de scrapping, d'enrichissement de données, alors là, par contre, il faut faire attention, il faut travailler avec des logiciels qui sont justement RGPD compliance, qui utilisent, en fait, qui ne stockent pas leur base de données et qui sont vraiment RGPD compliance, quoi. Et après, je sais qu'en tant que growth, même lorsque vous avez un CRM, je crois qu'on a le droit de travailler sur des bases de données clients, mais les conserver maximum pendant 3 ans. Voilà. S'il y a les clients inactifs et c'est aussi une bonne pratique, si on a des bases de données clients qui ont plus de 3 ans, voilà, on se doit de les supprimer. Et après, en fait, quand on parle de growth B2B et de scrapping, on parle beaucoup, justement, j'en parlais tout à l'heure, mais de la première communauté B2B de LinkedIn. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un cas aux États-Unis où justement, en fait, LinkedIn avait attaqué une boîte qui scrapait LinkedIn, mais en fait, il a été statué qu'on a bien le droit de scraper une page LinkedIn, que ce soit, justement, les informations publiques, quoi. Donc, c'est-à-dire prénom, nom, job title, nombre d'employés sur la page LinkedIn, etc., quoi. Donc, en gros, ce qui est condamnable en France, c'est l'utilisation frauduleuse. Mais comme voilà, si vous êtes là dans une démarche bienveillante pour proposer un produit et de le faire de manière intelligente et avec justement en fait des bonnes relances, une bonne créativité, en fait voilà, la personne elle aura un besoin, vous l'aurez démarché au bon moment, elle sera justement dans votre persona cible, dans ce cas voilà, tout se passera bien. Le tout c'est justement de le faire en bonne intelligence et donc de pas non plus de marcher justement par cohorte et d'avoir justement des petits batchs d'audience comme ça à aller chercher plutôt que d'aller faire du spamming. Et là, justement, c'est là où ça devient dangereux et les gens peuvent vous reporter comme spam, quoi. Comme le précise Edouard, en fait, tout ce qui est visible de votre côté, donc quand vous allez sur votre LinkedIn, tout ce que vous pouvez visualiser, vous avez le droit de le récupérer. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller de quelque chose en fait, que vous avez dans votre compte. Maintenant, si c'est des choses effectivement où vous n'avez pas accès à ces informations-là, mais vous voulez les récupérer quand même, c'est là où c'est pas légal. Donc voilà, si vous n'y avez pas accès, c'est que vous n'y avez pas accès. Donc
a priori, en fait, donc, là, on rentrerait dans ce qu'on appelle du hacking. En tout cas, c'est là où est la limite, effectivement, à ne pas franchir. Maintenant, si c'est quelque chose que vous visualisez, la plupart aujourd'hui des outils, en tout cas, qui permettent de faire de la prospection via LinkedIn, donc de récupérer ces listes, en tout cas, sont déjà RGPD compliant, comme le disait Edouard. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'informations qu'on veut récupérer de LinkedIn. Donc, c'est effectivement le nom, le prénom, la société, etc. Donc, ça, c'est du déclaratif. Vous avez le droit de le récupérer. Après, il y a deux autres choses qu'il nous faut quand on veut les contacter, c'est l'email ou le téléphone. L'email, en fait, aujourd'hui, il y a des possibilités en fait, de rendre ça RGPD. Il y a par exemple un outil qui s'appelle Drop Contact, que beaucoup connaissent dans le secteur, qui en fait va tout simplement tester, en tout cas, des prénoms, .nom, arrobase, le nom de la société.com, en fait, tester des formats d'email jusqu'à trouver le bon. Donc voilà, ça c'est RGPD compliant parce qu'effectivement, ils ne stockent pas, ils n'ont pas volé entre guillemets une base de données. Par contre, là où c'est un peu plus touchy, là où on est un peu à la limite de la RGPD, c'est si vous voulez prospecter et faire des appels téléphoniques. Donc en fait, là par contre, si vous voulez des bases de données de numéros de téléphone, les numéros de téléphone, hormis ceux qui sont affichés publiquement sur LinkedIn, et il y en a, en tout cas, vous ne pouvez pas effectivement, s'il y a un outil qui vous dit, par exemple, Lusha, Call CRM, peu importe, trouver le numéro de téléphone et payer, je ne sais pas, 50 centimes pour l'avoir, sachez que le numéro de téléphone a été probablement volé, enfin en tout cas volé, il a été aspiré par plein de méthodes, mais là, on est vraiment à la limite de la RGPD. Normalement, voilà, c'est des choses, il y a les données qu'on peut récupérer facilement et on sait qu'elles sont clean. Il y a des données, en tout cas, qui sont un peu moins légitimes. D'où en fait l'intérêt de collecter la donnée avec l'accord du client. Et c'est pour ça qu'on fait autant de formulaires web, de landing page, pour justement, lorsque quelqu'un veut télécharger un contenu, qu'il laisse justement ses coordonnées. Et là c'est tout à fait légal. Est-ce que vous avez peut-être des outils à recommander ou Fabien, tu mentionnais un outil, peut-être quelque chose sur lequel on pourrait se renseigner après ce webinaire? Ouais, en fait, ce qui est assez simple, c'est que quand on veut se lancer en prospection, globalement, les outils en fait sont souvent les mêmes, ceux qu'on utilise. Par exemple, moi, j'utilise systématiquement le même combo. Donc, combo, ça veut dire une suite d'outils. Hein, c'est un petit process. Quand on est sur LinkedIn, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de Sales Navigator. Déjà, c'est un outil de LinkedIn, c'est un produit LinkedIn qui permet de faire des recherches. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, ça fait aussi partie de la méthodologie. Mais si vous ne ciblez pas les bonnes personnes, là, on est contre la RGPD. Vous êtes en train de spammer la terre entière. L'objectif, c'est d'adresser des messages les plus ciblés possibles aux bonnes personnes. Et donc, en fait, pour trouver les bonnes personnes et s'assurer effectivement qu'on ne soit pas en train de solliciter une personne qui n'a pas du tout d'intérêt, vous vendez des produits, par exemple, de beauté et vous ciblez des artisans commerçants. Potentiellement, ça ne marche pas. Donc, avec Sales Navigator, donc, vous allez créer des petits filtres pour aller sélectionner les bonnes personnes dans les bonnes entreprises, etc. Donc, ça, c'est le premier outil. Le deuxième, en tout cas, qui permet de trouver, d'exporter la donnée. Par exemple, vous pouvez le faire aujourd'hui directement avec des outils d'emailing, comme Lemlist, par exemple. Donc, Lemlist, donc qui permet tout simplement donc, de récupérer vos listes de recherche. Et en fait, maintenant, ces outils-là, comme la plupart, en fait, internalisent directement, enfin, donc, intègrent un outil qui permet de trouver les emails, parce qu'on en a besoin, sinon on ne peut pas les contacter. Et en fait, je citais tout à l'heure, par exemple, Drop Contact. Donc, c'est D-R-O-P, contact comme un contact. Et typiquement, voilà, Lemlist va récupérer les informations, enfin, récupérer les personnes. Ensuite, après, ils vont trouver automatiquement l'email. Et comme ça, la personne, elle sera prête, en tout cas, à être contactée par vos messages. Okay, il y a aussi Phantom Buster qui permet aussi d'extraire des communautés, donc par exemple d'extraire une liste de personnes qui suivent des hashtags ou qui appartiennent à un groupe LinkedIn ou qui appartiennent à un groupe Facebook. Donc c'est aussi un bon outil d'extraction. Ok. Et en termes d'opportunités pour une entreprise B2B, quelles sont les opportunités pour elle d'investir dans le growth? En fait, investir dans le growth, c'est investir dans sa croissance. Donc, globalement, en fait, une entreprise qui aujourd'hui dit moi, faire de la croissance ne m'intéresse pas, développer ma visibilité, développer mon chiffre d'affaires, globalement, je pense que toute entreprise doit se soucier des nouvelles méthodes qui aujourd'hui sont
de plus en plus accessible, en fait, pour développer sa croissance. À l'époque, il fallait être ingénieur. Aujourd'hui, en fait, les outils ont des interfaces aussi simples que Gmail pour envoyer ses emails. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Les méthodologies, bon, pour savoir bien les utiliser, effectivement, là-dessus, il faut un peu se renseigner. C'est pour ça qu'on va vous partager quelques-unes de nos méthodes. Mais par contre, les outils sont assez accessibles et ça permet à n'importe qui, et j'entends non-entrepreneur start-up, parce qu'on a toujours tendance à penser que ces outils-là sont faits pour des entrepreneurs qui sont jeunes, qui sont nés dans le marketing, etc. Alors, pas du tout. Aujourd'hui, ça peut être, vous pouvez être une ESN, une société de service, pas du tout dans les codes, mais aujourd'hui accéder à des outils où vous dites en fait, ouais, c'est pas si compliqué que ça, et en fait, les résultats sont quand même assez intéressants. Et en plus, là, on parle, parce que le growth, c'est aussi, certes la génération de leads, mais c'est aussi souvent déjà dans votre CRM, vous avez une mine d'or, quoi. Donc en fait, c'est aussi faire du lead nurturing, c'est-à-dire faire du marketing automation et vraiment faire des séquences pour justement aller réactiver des prospects que vous avez contactés il y a 1 an, il y a 2 ans, et souvent c'est eux aussi qui peuvent transformer derrière. Donc il y a certes la lead generation, mais il y a aussi le lead nurturing, et il y a aussi même des méthodes oui, de parrainage, de referral, de bouche à oreille. Donc c'est vraiment tout ça qui va permettre aussi d'avoir plus de croissance. Donc c'est absolument nécessaire de se poser et de se dire, bah, OK, quelles sont mes tactiques growth que je veux mettre en place en 2022, et c'est vraiment d'en mettre en place régulièrement, de suivre des ROI et toujours d'être dans ce test and learn, pardon. C'est très important. Super. Clairement. Et comme vous avez dit, ouais, et la dernière chose pour la partie RGPD, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, plus les années passent, plus il y a de l'automatisation, plus en fait on doit revenir en fait aux fondamentaux, c'est-à-dire le côté relationnel avant tout. Et en fait, plus on est dans le relationnel, moins on est contre la RGPD, parce qu'on ne veut pas contacter quelqu'un qui n'est pas notre cible. On ne veut pas contacter quelqu'un qui nous dirait vous êtes un spammer. Donc envoyer 1000 emails par jour. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, ça n'existe plus, hormis si vous faites une newsletter. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les principes, entre guillemets, si vous faites les choses d'une manière, on va dire, un peu intuitive, globalement, vous respecterez la RGPD. C'est ça. Et d'un point de vue plus factuel, je suppose que les outils utilisés eux-mêmes se doivent de favoriser la compliance à la régulation. Donc, il y a peu de risques, si c'est fait en bonne intelligence et avec les bons outils, de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Clairement. Et Marion, la différence entre l'Emlist et la grosse machine, si tu veux, on le verra tout à l'heure pour la partie Q&A. Donc, question-réponse à la fin. Super. Du coup, on a vu la différence entre gross marketing et gross hacking. On a vu comment ça peut s'appliquer en B2B. On vient de voir les différentes opportunités et risques et on a fait un focus sur la partie RGPD. Donc, merci beaucoup à nos deux experts. Et donc là, on va passer aux choses sérieuses. Edouard, Fabien, nous, chez INU, on accompagne des entreprises B2B dans l'IT sur la partie acquisition. Donc, on fait du SEO, on des articles, des e-books. Sur la partie conversion, avec la création de documents de conversion, livres blancs, des webinaires, daily mail outreach, tout ce genre d'éléments, la transformation avec le marketing automation, le scoring. Edouard a un outil sur cette partie-là. Quelles tactiques, quelles actions growth les personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui vont regarder ce webinaire en replay, qui sont en B2B, quelles actions, quelles tactiques ils peuvent mettre en place sur 2022? Est-ce que vous pouvez nous donner vos astuces, vos actions, vos tactiques? On vous écoute. Je commence. Vas-y, c'est parti. Bon, après, c'est vrai que on pourra aller dans du plus concret, mais moi, je vais être un peu plus macro au début, mais en vrai, c'est important justement quand on parle de growth, juste de se demander d'abord quel type de croissance j'ai, quoi. Est-ce que je fais plutôt de l'inbound, c'est-à-dire que je vais être plutôt sur la demand generation où je vais recevoir du lead, ou est-ce que je suis encore sur de l'outbound, il faut que j'aille chercher du lead. Donc en fait, selon aussi ces différentes stratégies inbound ou outbound, ce sera pas forcément les mêmes tactiques. En tout cas, moi, si vous devez miser sur la croissance inbound, vraiment le principal, c'est du content marketing.
Et c'est pour ça qu'avec Fabien, on se force à poster régulièrement sur LinkedIn parce que voilà, ça nous rapporte du lead et c'est vrai que être un influenceur, c'est un indispensable aujourd'hui. Et même moi, justement, dans mes précédents jobs, je me forçais à former les équipes commerciales, justement, avoir un bon profil LinkedIn, communiquer régulièrement parce que c'est hyper important. Donc vraiment avoir un bon content marketing. Et même si c'est pas forcément du lead magnet, c'est-à-dire que c'est pas forcément un téléchargement de livre blanc ou quelque chose de très activable, c'est toujours bien en fait de continuer à apporter de la valeur à sa communauté avec justement ce qu'on appelle la brand awareness. Donc il faut que je m'arrête avec les anglicismes, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une bonne culture d'influence sur les réseaux et de mettre ça en fait en termes de bonnes pratiques déjà dans sa boîte. Et là justement là-dessus, justement il y a aussi des formats de copywriting bien connus pour essayer de s'améliorer là-dessus. Donc là sur l'inbound, sur l'outbound, l'important c'est justement de tester différents canaux d'acquisition. Donc là-dessus justement c'est d'avoir un peu une routine de tactique et vraiment de mesurer à chaque fois le retour sur un investissement de chaque opération. Et là, Yacine, justement, on a cité la création de livres blancs, l'envoi de messages vocaux, etc. Enfin, là, il y en a beaucoup à tester. Après, la dernière, pour moi, qui est en plus en ce moment mon cheval de bataille, mais c'est vrai que générer du lead, c'est bien, mais générer du lead qualifié, c'est mieux. Donc en fait, en B2B, il y a souvent ce qu'on appelle des trash leads, c'est-à-dire qu'on va faire une pub par exemple Facebook, on va avoir beaucoup de leads B2C, mais ça va pas du tout correspondre à notre persona cible. Donc en fait, l'intérêt, c'est vraiment justement grâce à la data, et nous c'est ce qu'on fait chez l'outil, en fait, on peut justement scorer en instantané tous vos leads pour vraiment vous concentrer sur le top 10%. Comme ça, vos équipes commerciales, elles contactent directement les leads qui transforment. Et là-dessus, j'ai une petite ressource que je peux vous partager, qui est justement une grille de lead scoring que vous pouvez mettre en place en B2B. Donc là, vous allez la recevoir, comme ça, vous pourrez déjà regarder un exemple de grille de lead scoring. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que voilà, une fois qu'on a beaucoup de leads dans son pipe, c'est intéressant en fait de pouvoir les trier et les scorer en fonction de critères et d'engagement. Voilà de mon côté. Ok, top. C'est à mon tour, c'est ça? Yes. Yes, si vous voulez, en tout cas, je vais partager quelques slides juste pour que vous ayez quelque chose en fond, en tout cas, que vous pouvez suivre, même si, en fait, entre guillemets, j'aurais pu vous le dire, etc. Pour moi, en fait, la première chose, quand on parle de méthodologie, de tactique, là, on parle de tactique et de hack, mais globalement, moi, je préfère transformer ça sous forme du mot méthode. Là, je vais vous donner quelques méthodes pour faire de la prospection, donc pour contacter quelqu'un, entre guillemets, qui pourrait avoir un intérêt, un fit avec votre produit, votre service. Et le premier enjeu pour 2022, c'est de maîtriser votre copywriting. Donc, quand on parle de copywriting, c'est en fait comment vous allez écrire pour capter l'attention et écrire effectivement pour que la personne s'intéresse à vous et vous réponde. Et ça, pour moi, c'est aujourd'hui une sorte de compétence qu'il faut absolument avoir pour 2022. Les marketeurs l'utilisent déjà. Il y a plein de méthodes là-dessus, etc. Mais aujourd'hui, en fait, toutes les entreprises n'utilisent pas et pas à bon escient. Donc, pour juste refaire les points là-dessus, par exemple, quand un mail est composé de deux espaces, il y a la partie objet et il y a la partie le corps de mail. Pour la partie objet, en fait, quand on parle de copywriting, on oublie en fait ces cours de marketing d'école de commerce, etc. On essaye d'éviter les phrases à rallonge qui sont plus proches en fait du marketing contenu que des emails pour capter l'attention. Donc, en fait, les méthodes là-dessus sont assez simples. Quand on envoie un email de prospection, l'objectif, c'est de susciter l'intérêt suffisamment pour que la personne clique et ouvre l'email. Et en tout cas, ne pas trop en dire, parce que si on en dit trop dans l'objet, la personne va se dire est-ce que je le mets à la poubelle ou est-ce que je l'ouvre? Donc, en fait, il faut attirer l'attention pour qu'il rentre dedans, mais pas suffisamment mettre de contenu pour que la personne puisse réfléchir et dire entre guillemets, je nettoie ma boîte mail sans ouvrir mes mails. Donc, vous savez, ça, on est tous passés par là. Des fois, on se met sur des petites sessions où on va nettoyer sa boîte mail et des fois, on n'ouvre même pas le mail parce que l'objet est trop explicite. Donc, la première chose, c'est privilégier des sujets courts pour garder ce côté attirer l'attention. Ne pas trop être explicite. Pour ma part, ma petite méthode là-dessus, elle est très simple. Je ne pense jamais mes objets dès le départ. J'écris mon corps de message, mon message, mon email, et je vais prendre 1 à 2 mots, en fait, dans mon message que je vais mettre en objet. Comme ça, je sais que je vais prendre 1 ou 2 mots qui, bien sûr, sont
ce que je viens de dire, explicite, mais pas trop. Et à côté de ça, je sais qu'effectivement, il n'y aura pas l'effet aussi arnaque qui est si je mets dans mon objet rendez-vous, etc. On se dit, ah ok, c'est un rendez-vous. Et après, on découvre a posteriori que c'était en fait une sorte de méthode pour attirer l'attention, mais que derrière, en fait, il y a un effet au bas qui fait que je me dis, ah ok, d'accord, en fait, finalement, c'est de la prospection classique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est pareil, c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est changer l'objet en fait. À chaque étape, quand on fait de la prospection, on veut écrire des mails qui sont le plus manuels possible. On doit casser en tout cas le côté automatisme robot. Et en fait, pour ça, ce qu'on veut, c'est comme dans sa boîte mail, quand on écrit à sa cousine, on lui envoie un mail. Si on veut lui écrire à nouveau, en fait, souvent, on va reprendre le même mail et on va mettre répondre à tous ou répondre et on va continuer à engager la conversation. Quand on est en prospection, si vous changez d'objet d'email à chaque email, on n'est pas dans cette mécanique-là de créer une conversation. Et ça, voilà, typiquement, ça fait, comme je disais tout à l'heure, on est plus proche de la newsletter, etc. Donc, ça perd un peu du principe. En tout cas, ce qu'il faut, c'est tester tout ce que vous faites. Ça, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Donc, vous testez ce que vous faites. 50% ont aimé, 50% n'ont pas aimé. Après, vous prenez des décisions si ça a ouvert ou pas. Pour la deuxième chose, c'est le corps de l'email. Aujourd'hui, on essaye de casser, même si on est en B2B, le côté très formel des choses. Donc, restez plutôt informel. Ayez une bonne accroche, en tout cas en haut, qui fait que, c'est ce qu'on appelle souvent un icebreaker, qui fait qu'on voit tout de suite que vous avez un petit peu travaillé votre email, que vous savez à qui vous adressez, etc. Si vous ne savez pas exactement comment adresser la personne, il y a des outils aujourd'hui comme Crystal Nose, dans ce que j'ai écrit en fait en deuxième ligne, qui vous permettent tout simplement de comprendre un petit peu la psychologie des personnes à qui vous adressez le mail. Donc, c'est tout simplement pour savoir, par exemple, en communication, les personnes souvent aiment bien qu'on leur raconte une histoire, aiment bien comprendre l'équipe qui va travailler sur le projet, etc. Quand on est sur d'autres types de métiers, on est plus dans le côté j'ai pas de temps à perdre, je veux 2-3 bullet points en fait et qui vont droit au but. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu le truc. Et après, quand on ouvre un mail, notre objectif, c'est d'avoir une réponse. Entre guillemets, quand on fait de la prospection, on n'a pas d'autre objectif que d'obtenir une réponse. Donc, ce qu'on appelle un call to action, c'est le fait donc d'obtenir une réponse. Et en fait, pour ce faire, pour maximiser vos chances d'avoir une réponse, en tout cas, il faut poser qu'une seule question dans tout votre mail. Donc, c'est très simple. Une seule question, c'est un seul point d'interrogation. Donc, voilà, si vous avez 3-4 points d'interrogation, bonjour, comment ça va? Est-ce que vous seriez disponible demain? On peut s'appeler si vous voulez. 3 points d'interrogation, il y en a 2 de trop. Aussi, quelque chose qui détourne complètement l'attention, c'est tout ce qui est lien partout. Dès que vous mettez un lien, regardez, on a fait ça sur notre site. Même dans votre signature, si vous mettez le lien vers votre site, le lien vers vos réseaux sociaux, là, on n'est pas dans du marketing. On est dans une approche pour faire de la prospection, pour obtenir une réponse. Et dès que vous mettez un lien vers vos réseaux sociaux, ce que vont faire les gens, ils vont faire quoi? Ils vont cliquer dessus et ils vont se détourner en fait de votre objectif principal qui est la réponse. Donc voilà en tout cas pour la première chose qui est effectivement gérer un peu mieux la partie, votre manière en fait de faire ce copywriting, donc d'écrire vos mails, d'écrire vos messages et globalement ça va vous suivre partout. Si vous savez faire ça, vous aurez plus de réponses et donc là vous direz effectivement la prospection ça fonctionne pour moi. Ça, c'est la première chose. Pour info, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou directement via le petit QR code qu'il y avait tout à l'heure à scanner. On y répondra à la fin. La deuxième chose, c'est que là, je viens de vous donner quelques règles de copywriting, mais c'est OK, Fabien, mais en fait, tout le boulot, tu nous demandes de le faire. Là, il y a un email qui permet en fait de créer des relations facilement avec ses prospects. Je l'ai travaillé en fait d'étape en étape. C'est un email qui est très, très simple. Surtout quand vous vous lancez, vous ne savez pas exactement trop comment approcher votre prospect. Ça, en fait, c'est une méthode qu'on appelle le name dropping. Donc, en français, c'est citer le nom de quelqu'un qui a plus de crédibilité que votre entreprise à vous. Donc là, typiquement, si vous envoyez ce mail-là, il est très simple. Il n'y a que entre parenthèses à modifier. Donc, j'ai échangé avec quelqu'un, par exemple, et là, il faut que ça soit le même type de personne que vous adressez. Si vous adressez à des experts comptables, vous allez dire, par exemple, j'ai échangé avec Thomas,
l'expert comptable de tel cabinet ce matin ou hier ou peu importe. Ça rajoute un peu juste d'authenticité. Il me disait comment, je sais pas, ils ont pu faire 20% de plus, développer leur système de facturation de 20%. Ça, c'est votre proposition de valeur, ce que vous offrez aujourd'hui, le bénéfice que vous apportez, donc sur un produit ou un service. Et le côté, ça pourrait également vous intéresser. Hop, et seriez-vous disponible, par exemple, demain à 11h30 ou bien mercredi matin pour en discuter, etc. Ça, c'est un email qui est très simple, que vous pouvez adapter pour vous. Et globalement, en fait, ce que vous avez à modifier, c'est ce que vous faites, c'est dans proposition de valeur. Le name dropping va juste servir à montrer à vos prospects que vous êtes déjà en contact avec des gens ultra pertinents du secteur. Donc, il y a un intérêt de vous écouter. Et globalement, si la proposition de valeur intéresse la personne, après, on fait effectivement une proposition. Est-ce que vous êtes disponible demain ou mercredi, etc. Et globalement, voilà, là, globalement, c'est un email qui répond entre 15% et 37% en fonction que vous gériez bien les entre parenthèses. Donc ça, c'est la deuxième chose. Si vous avez des questions, on peut le voir tout à l'heure. On ne précise pas, bien sûr, la complexité de tout ce qu'il y a derrière. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, mais le seriez-vous disponible demain à 11h30 ? Pour ma part, j'utilise en fait sur des outils ce qu'on appelle du liquid. Donc, ça permet de modifier cette phrase-là en fonction de la date d'envoi de l'email. Ce qui fait bien évidemment que quand on est vendredi, on ne dit pas « Bonjour, est-ce que vous êtes disponible demain à 11h30 ?» Parce qu'a priori, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont disponibles samedi matin. Donc, en fait, ça mettra lundi à ce moment-là et pas samedi. C'est pareil, c'est des petits détails. Si vous voulez, on vous enverra tout à l'heure, à la suite de ce webinaire, peut-être cet exemple-là que vous pourriez copier-coller pour vous. Et après, la troisième chose, c'est que, OK, je comprends mon copywriting, c'est plutôt clair. Il y a des méthodes, il faut être dans du relationnel, etc. Il faut faire des choses assez simples pour capter l'attention. Donc, je vous ai donné un petit email, effectivement, qui fonctionne plutôt bien si vous voulez vous lancer. La troisième chose, c'est que bien souvent, ce n'est pas exactement qui est notre cible. Et le problème de ça, c'est qu'on se dit, OK, je peux aussi bien adresser mon produit à des startups qu'à des TPE, des ETI ou des grands comptes. Et globalement, donc ça veut dire s'adresser à tout le monde. Et on le dit souvent, quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Et en fait, là, c'est la méthode des icebergs. C'est très simple à mettre en place. Tous les outils le proposent. C'est tout simplement, vous allez faire 3 campagnes au lieu d'en faire qu'une seule et de prendre le risque. Vous allez faire, par exemple, la première campagne, c'est l'iceberg numéro 1. Par exemple, tiens, je vais aller cibler les entreprises plutôt du luxe en cible grand compte. Après, je vais aller cibler dans une deuxième campagne plutôt les banques en grand compte. Et après, en cible 3, je vais par exemple prendre tout ce qui est pharmaceutique en ETI, où je pourrais prendre des startups ou des PME. Donc, vous définissez en fait un peu votre cible. Et ce qu'il y a, c'est que la méthode, elle est très simple. C'est que ces 3 campagnes, entre guillemets, doivent avoir le même nombre de contacts à l'intérieur. Donc, dans mon cas, je prends 100 personnes. Vous avez 100 personnes du luxe grand compte, 100 personnes banque grand compte, 100 personnes pharmaceutiques ETI. Et l'idée, c'est que vous envoyez vos 3 campagnes, vous attendez une durée limitée. Dans mon cas, là, je laisse par exemple 3-4 semaines, histoire d'avoir vraiment maximisé les réponses, etc. Et à la fin, ce que vous faites, vous prenez une décision sur j'ai eu combien de réponses, est-ce qu'elles ont été positives, est-ce que j'ai réussi à obtenir des rendez-vous, est-ce qu'ils ont compris ce que je disais, etc. Et là, vous allez tout simplement, en 4 semaines seulement, définir si oui ou non, cette cible est plus importante et plus potentiellement intéressante pour vous que l'autre cible. Et ça, c'est une très bonne méthode pour dégrossir. Au départ, vous pensez que vous avez 10 cibles, vous passez à 5. De ces 5, vous testez celle qui fonctionne le mieux, vous passez peut-être à 2. Et à la fin, vous restez sur ces 2-là. Vous tirez, on va dire, vous tirez le plein potentiel de ces 2 cibles. Et après, effectivement, vous irez peut-être dans des cibles plus compliquées. Mais au tout début, quand on se lance en prospection, ce qui est fatigant, c'est de ne pas avoir de résultats. Et pour avoir des résultats, en fait, c'est de cibler les personnes qui comprennent ce que vous faites, à qui c'est plus facile de vendre. Et en fait, ce qu'on dit souvent, c'est pour ça que ça s'appelle la méthode des icebergs, c'est que l'iceberg, les 10% qu'on voit sont au-dessus de l'eau. Mais par contre, une fois que vous avez compris que cet iceberg-là était important pour votre business, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller récupérer les 90% qu'on ne voit pas. Donc, globalement, si vous savez que le luxe grand compte fonctionne
à petite échelle, eh ben, vous allez tout de suite tirer ça à grande échelle en disant, OK, je vais aller maintenant récupérer toutes les boîtes du luxe de type grand compte, responsable communication par exemple, et je vais continuer avec le même message qui fonctionne aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, voilà, 3 méthodes qui vous permettent de vous lancer assez rapidement quand on parle de prospection, surtout email LinkedIn. Ça me paraît merci très Fabien. clair. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions et les réponses. Donc, on a eu quelques questions. Mais avant de commencer, si vous souhaitez approfondir vos connaissances en growth et sur d'autres sujets, sachez que c'est ce qu'on fournit chez Untrain avec des super trainers comme Edouard et Fabien. Donc, vous pouvez nous contacter, me contacter directement ou nous contacter via notre site. Ou même si vous voulez avoir une session de training directement avec spécifiquement Edouard et Fabien pour approfondir le sujet, c'est possible. Donc, première question, est-ce qu'il y aura un replay? Et oui, il y aura un replay disponible pour ceux qui sont arrivés en retard, Vincent. Deuxième question, dans un formulaire sur une landing page, quelles sont les informations que vous recommandez de demander? Ce seront vraiment les informations qui vous seront qui seront hyper importantes et justement pour la qualification de vos leads, quoi. Pour dire, bah, OK, ce lead-là, il est qualifié ou non. Par exemple, nous, chez l'outil, par exemple, on demande, par exemple, le CRM de la personne, parce que pour l'instant, moi, je m'adresse à des boîtes qui ont comme CRM HubSpot. Donc, en fait, ça va me permettre aussi de faire ma qualification de mon inbound. Voilà, l'idée, c'est vraiment de... Après, il faut pas non plus trop en demander, parce que vous pouvez avoir du drop au niveau de la conversion, et c'est vraiment de demander les informations qui sont vraiment essentielles pour la qualification de vos leads. Ok, très Clairement. clair. Si je peux rajouter juste quelque chose, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous mettez d'informations dans un formulaire, plus ça crée de la friction, donc moins vous aurez un bon taux de conversion. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est par exemple les emails, c'est quelque chose qu'on donne assez facilement. Vous êtes inscrit à ce webinaire, donc vous avez donné votre email. On en fera bon usage. Et en fait, le numéro de téléphone, par contre, est beaucoup plus difficile à donner. Donc souvent, quand il y a un téléphone, en fait, globalement, on peut abandonner. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez vraiment besoin de ces informations-là, il y a un truc aussi que peu utilisent aujourd'hui, c'est de transformer en fait un formulaire de contact comme quelque chose où en fait à la fin, on obtient quelque chose en retour. Donc quelque chose qui est tout simple, c'est par exemple, on imagine par exemple le webinaire là pour s'inscrire au webinaire, c'était inscrivez-vous avec un formulaire classique pour accéder au webinaire qui aura lieu de 11h30 à 12h15. On aurait pu très bien avoir rentrer les informations concernant votre entreprise. Par exemple, vous êtes plutôt B2B, B2C. Est-ce que vous avez déjà lancé vos campagnes d'emailing? Est-ce que vous en êtes nanana? Et en fait, à la fin, on vous demande juste 2-3 informations vous concernant sur votre entreprise. C'est là le formulaire de contact. En vous disant, c'est clair, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer tout de suite un mail avec un premier hack que vous allez pouvoir mettre en place en prospection d'ici, en fait, le webinaire qu'on va faire la semaine prochaine. Et là, c'est une nouvelle manière de faire les choses parce qu'en fait, vous êtes en train déjà d'apporter de la valeur à en fait une personne qui vient sans être dans une démarche assez froide en mode donne-nous ton nom, ton prénom, ton email, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, tes coordonnées de ta carte vitale. Donc voilà, l'idée, c'est de dire là, je rentre dans une démarche où en fait, à la fin, j'obtiens quelque chose et je ne suis pas tout le temps obligé de donner quelque chose. Donc voilà, donner pour recevoir. Surtout qu'avec l'email, on obtient, voilà, avec un prénom, point nom. Enfin, l'email, on a déjà prénom, nom, on a le profil LinkedIn de la personne, on a déjà bien cette information. Donc, il vaut mieux creuser le côté qualitatif et des informations qu'on ne peut pas avoir justement sur les réseaux. Très clair. Et peut-être une dernière question, parce qu'on est déjà à 12h15. Question de Victoire. Comment mettre en place la culture de l'influence LinkedIn dans son entreprise? Ces BizDevs sont un petit peu flemmards. Voilà. Moi, j'ai organisé des workshops, quoi, vraiment des war rooms où, voilà, où je leur montrais des bons exemples, ils vont s'entraîner et après, justement, ils s'y prenaient aussi au jeu, quoi, parce qu'ils voyaient que ça leur amenait du lead. Donc
Donc, vous pouvez voir avec le directeur commercial, vous pouvez avoir une petite prime. Les business, ils fonctionnent pas mal comme ça aussi. Mais non, mais c'est vrai que de toute façon, c'est essentiel, ils le comprennent bien. Donc, le tout, c'est de bien leur montrer les bonnes pratiques, comment on écrit un post LinkedIn, voilà, tous les types de copywriting qu'ont montré Fabien, voilà, tout ça pour qu'ils le réexploitent, pour avoir un bon profil. Et en plus, ça profite sur la notoriété de toute la boîte. Donc, c'est super si tout le monde a ces pratiques-là. En fait, pour faire simple là-dessus, c'est que à l'époque, on crée des silos. Il y a la partie RH, la partie marketing, la partie commercial sales. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de growth, en fait, on est un peu sur tous les segments, enfin tous les piliers. Et en fait, aujourd'hui, les marketeurs et les vendeurs doivent bosser ensemble. Et en fait, ça, dans encore pas mal d'entreprises, c'est deux services différents. Les résultats ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Le marketing, souvent, c'est visibilité, notoriété, abonnés sur Instagram. Et les vendeurs, ils doivent faire du cash, enfin, ils doivent faire du chiffre d'affaires. Le fait de réaligner en fait, sur des objectifs communs, globalement, en fait, c'est ça qui va créer en fait, une nouvelle dynamique dans l'entreprise. Donc, de dire, OK, nous, on va t'apporter du contenu, on va t'apporter ça, tu vas pouvoir utiliser toi dans tes campagnes. Et après, c'est comme ceux qui amènent des leads. Donc, les marketeurs, souvent, amènent des leads. Les closers, donc, eux, vont appeler à la suite de ça, faire des meetings et faire des appels téléphoniques. Mais souvent, il y a le côté, tu ne m'envoies pas des leads qualifiés. Donc, il y a toujours un peu cette guéguerre entre les marketeurs et les sales. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, s'il y a un bon alignement, les commerciaux font ce qu'on appelle une feedback loop, font des retours en fait aux marketeurs en disant tout ce que tu m'as apporté, c'était super. Par contre, j'ai eu telle objection d'un prospect. Donc, cette objection-là, au lieu qu'on la traite, nous, côté vente, en fait, tu la fais remonter sur ta landing page ou tu la fais remonter dans ta publicité ou tu en parles dans ton emailing. Comme ça évite qu'il me pose 15 fois la question a posteriori. Donc, voilà, en fait, il faut bosser ensemble parce qu'en fait, si les deux ne travaillent pas ensemble, entre guillemets, vous avez toujours ceux qui poussent, qui amènent des leads et ceux en fait qui vont les closer. Mais s'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'amélioration. D'où l'intérêt en fait d'avoir justement quelqu'un qui est chargé du growth parce que c'est à la fois du marketing, du sales ops et ça fait vraiment l'union entre le marketing et les sales. Donc c'est vraiment un métier qui est indispensable et qui est devenu indispensable. Clairement. Très clair. Super. Et on avait juste une petite question, parce que j'en avais parlé tout à l'heure. Marion qui parlait de la grosse machine versus Lemlist et j'ai vu effectivement passer versus Wallaxy. Ce qu'il faut savoir, c'est que prenez l'outil dans lequel vous vous sentez le mieux. En fait, c'est bête ce que je viens de dire, mais globalement, je dis souvent, peu importe les outils que tu utilises, c'est la méthode qui compte. Et globalement, je suis convaincu de ce que je dis. Et pour ça, c'est qu'avec Wallaxy, la grosse machine ou Lemlist, vous aurez potentiellement le même résultat parce que c'est un outil qui va envoyer des mails, c'est un outil qui va envoyer un message LinkedIn. Par contre, qui vous adressez, avec quel message, à quel moment et sur quel canal, donc LinkedIn, email, etc. Là, c'est comme ça que vous allez vous démarquer. Donc, prenez l'outil où vous vous sentez à l'aise et en tout cas, exploitez-le de la meilleure des manières pour effectivement vous différencier de la concurrence. Super. Merci beaucoup Fabien, Edouard et Marine. Merci à tous. Avant de vous quitter, vous avez nos coordonnées si vous souhaitez prendre rendez-vous. Donc Marine, notamment pour un training. Et INU, si vous souhaitez vous faire accompagner sur la partie contenu, SEO, growth, marketing automation, on est là pour vous. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous allez recevoir le replay du webinaire dans l'après-midi normalement. Et je vous remercie pour votre présence. On a été nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup à nos deux experts pour la valeur qu'ils ont pu nous apporter aujourd'hui. Et merci à Marine et à OnTrain d'avoir co-organisé ce webinaire avec INU. On espère que vous avez beaucoup apprécié ce webinaire. Et le mot de la fin peut-être pour Fabien ou Edouard. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de former les gens. Et n'hésitez pas justement à nous ajouter aussi sur LinkedIn. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Ouais, de la même manière. Merci pour ce beau webinaire. Ensuite, la deuxième chose, c'est faites de la prospection, en tout cas avec méthodologie, et surtout, passez à l'action. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous venez pendant 3 quarts d'heure, vous avez investi 3 quarts d'heure de votre temps,
et globalement, vous avez juste dit « Ah, c'est trop cool, mais je le ferai plus tard », l'idée, c'est de passer maintenant à l'action parce qu'aujourd'hui, la prospection, elle est comme ça, elle évolue tout le temps. Donc, voilà, il y a une date de péremption à tout ce qu'on dit. L'idée, c'est que vous passiez tout de suite à l'action, là, lancez vos premières campagnes et surtout, comme disait Edouard, faites-nous votre feedback sur LinkedIn en disant « J'ai lancé ma campagne, ton email, Fabien, il cartonne, il ne fonctionne pas, etc. » On veut savoir ce qui se passe chez vous. Super, Merci. merci à tous. Merci Marine. Je vous souhaite un bon appétit et une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci. Bye. Merci à vous. Bonne Salut. journée. À très vite. Ciao. Salut, ciao, ciao.